Donc, je vous avais ce graphique-là sous les yeux, pas ce graphique, mais ce modèle-là. Ce que je veux vous montrer, c'est ce modèle. Groupe A, groupe B ou acteur A, acteur B. Je pense que pour aborder la question de la bibliothèque, la formule convenue, très néo-contemporaine, c'est est-ce que vous êtes en faveur de bibliothèques qui sont des passeurs de culture ou est-ce que vous êtes en faveur de bibliothèques qui sont des faiseurs de culture? J'aime mieux me ranger du côté des faiseurs de culture. C'est pour ça que j'ai de la difficulté avec l'appui à la construction de nouvelles bibliothèques sans savoir de quoi on parle quand on parle de bibliothèque publique. Évidemment, vous allez me dire, tu vas juste apprendre le même imaginaire que tout le monde. C'est un bel édifice dans lequel il y a des gens super compétents, super professionnels qui te donnent des conseils de lecture, qui te donnent des suggestions de lecture, qui offrent un prêt de documents, des postes informatiques. C'est associé souvent à une maison de la culture où il y a des expositions, des trucs comme ça. Bon, à un moment donné, ça devient un peu banal, puis j'ai l'impression que après 400 ans, on pourrait se mettre comme collectivité à penser la bibliothèque publique autrement. L'entrepreneuriat politique, les ressources, la stratégie A, la stratégie B, les vrais termes utilisés dans le modèle, on parle d'outils de guidance pour dire qu'est-ce que c'est qu'une stratégie. Moi, j'ai rajouté le mot tactique, là. Une stratégie, c'est plus vaste que ça. Notre stratégie, nous, c'est de dire si on est capable de sensibiliser les bibliothèques publiques, les meneurs d'opinion, puis la concitoyenneté en général. Je vous avoue que c'est ambitieux avec voix piétaille, là, mais on va faire au problème, c'est que le problème pour nous, le flux problématique, pour nous, on le définit comme il n'y a pas d'acceptabilité sociale possible pour des nouveaux modèles de bibliothèque tant qu'il y a juste un imaginaire associé aux bibliothèques, c'est-à-dire un prêt de documents. Maintenant, une bibliothèque, comme je vous disais, doit faire plus, puis il doit y avoir plus qu'un imaginaire associé aux bibliothèques pour qu'on puisse imaginer tous ensemble plusieurs modèles. Maintenant, si on ouvre la porte, comme je viens de le faire, à plusieurs modèles de bibliothèques, bien, on comprendrait mal pourquoi est-ce que la bibliothèque, je ne sais pas moi, de Ville-Anjou, de Ville-Mont-Royal, du plateau Mont-Royal, du centre-sud, c'est tout à même service, c'est tout au même imaginaire. On comprendrait mal. Donc, ce modèle-là, évidemment, vous voyez que c'est pas vrai qu'on travaille en base tour, mais les coalitions, qui de toute manière vont être regroupées selon qu'ils soient passeurs, ou c'est en faveur de la passation de culture ou en faveur de la fabrication de culture, vont être regroupés dans ces A et B là, et ils travaillent chacun de leur côté. Ça ne veut pas dire qu'ils ne dialoguent pas. Puis à un moment donné, ils font du courtage de politique. Ils font du courtage de politique. Et puis c'est l'édition des instances qui font avancer. C'est-à-dire qu'il y a des perdants et des gagnants dans ce jeu-là. Je vais manquer de temps, mais je vais y aller. Je vais bord du clou, au lieu de gaspiller le temps, là, je vous rappelle le premier modèle que je vous ai montré avec les conditions métaconstitutionnelles. Vous vous souvenez, ce qu'on essaie de faire en voulant affecter la philosophie de l'administration publique, la philosophie des meneurs d'opinion ou la philosophie de la constitutionnalité en général, en voulant aussi choquer un petit peu les bibliothèques publiques pour dire, écoutez, ça fait 400 ans que vous n'êtes pas renouvelé, vous n'êtes pas me faire à croire, vous ne commencez pas à être un modèle vieillissant. Bon, ben c'est de fragmenter le truc. On est l'arène de débat, on crée une arène de débat informelle, puis on fait une vigile qui est informelle, alors que la veille formelle est faite par le système. Bon, non, là, la bibliothèque doit ouvrir à cette heure-là, fermer à cette heure-là, et tout ça. Je reviens dans 2 secondes avec nos discussions sur la télé. Alors, bienvenue sur la CAD. Tout à l'heure, il y a tellement de fenêtres ouvertes sur mon ordinateur là, que j'ai commis une confusion. Si vous vous êtes intéressé à l'angle, pourquoi c'est de la fraude, là, allez dans la zone média. Il y a 2 liens déjà qui rappellent ça. J'en parle tellement souvent que j'avais préparé l'émission sur un autre angle. C'est pour ça que je vous avais montré l'écran militantiste. C'est l'angle que j'avais le goût de discuter avec vous aujourd'hui. Parce que les qualités de la bibliothèque publique doivent être revues. Lorsque je vous parle de revoir l'imaginaire qu'on associe aux bibliothèques, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une prolifération, une multiplication des imaginaires qu'on peut associer aux bibliothèques? Je pense que ce serait un courant culturel extrêmement important. Des fois, moi aussi, je suis un peu inconfortable quand l'entrepreneuriat politique rejoint l'entrepreneuriat culturel. Je ne fais pas d'entrepreneuriat culturel avec bois piétaille, là. Je fais vraiment de l'entrepreneuriat politique. Je vous rappelle, une fenêtre politique, c'est un flux problématique, un flux culturel et un flux politique qu'un entrepreneur cherche
à faire converger dans une fenêtre à un moment de l'actualité. Donc, on a choisi le mois d'octobre pour plein de raisons là, qui m'échappent présentement, mais ça fait longtemps que l'opération est prévue pour le mois d'octobre. Et puis, on a décidé de la caser là. Entre autres, fragmenter l'arène de débat public en temps d'élection. Essayer de briser le monopole du jour du vote. Évidemment, ça va être un échec à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas moyen de briser ce débat-là, ce monopole-là. Mais en même temps, bon, on a créé un dynamisme. Il y en a qui sont très contents des résultats qu'on a obtenus sur Internet. Je vous les montre rapidement. Là, cet après-midi, dimanche le 13 octobre à 16h29, on est rendu à 925 visites. Moi, j'aurais aimé qu'on franchisse le cap du 900 jeudi dernier, jeudi 10. Donc, je suis un peu déçu. J'imagine qu'on va franchir le cap du 1000. Bon, peut-être qu'on l'a déjà franchi, il est rendu 3 heures du matin ou demain dans la journée. Moi, j'ai l'impression qu'on a un bon 200 ou 300 visites en arrière. Des facteurs intéressants, par exemple, les gens passent plus de 5 minutes en moyenne sur le site consécutif. C'est quand même assez intéressant. 5%, 6% à peu près. Attendez-moi une minute plus que ça. 7, que je peux voir mathématiquement, c'est incroyable. 7,3% des gens passent plus de 30 minutes consécutives lorsqu'ils entrent pour la première fois sur le site. Et puis ça, ça, je suis très, très, très content. On m'explique que c'était un peu surévalué comme statistique, mais n'empêche, elle est quand même fiable. 48,6% des visiteurs qui se connectent sur le sous-domaine bibliothèque publique du tourmanel.net mettent le site dans leurs favoris. Donc, je trouve ça intéressant comme statistique, c'est particulièrement élevé. On m'a expliqué pourquoi cette statistique-là était légèrement surévaluée et qu'il fallait que j'en tienne compte, mais c'est quand même intéressant. Donc, il y en a qui sont en train de, je vous dis, j'aurais aimé avoir un bon 300 visites de plus. On va adapter la stratégie, j'aurais pas le temps d'en parler aujourd'hui, j'aurais aimé ça en jaser avec vous. Il y a 2-3 décisions d'affaires qu'on a prises à propos de la CAD, ça sera pour une autre fois. Je vous remontre rapidement le modèle où il y a les deux colonnes là, qui travaillent en concomitance, ne veut pas, là, avec les feuilles, dans le cas appliqué aux bibliothèques. C'est pas pour rien là, que j'ai mis A et B, hein, parce que dans n'importe quel domaine, vous pouvez appliquer ce domaine-là, vous allez voir que on vous range dans une grande catégorie selon l'idéologie que vous véhiculez, selon le programme que vous véhiculez, selon vos idées, pour vous voir venir. C'est ceux qui travaillent dans le monde communautaire, vous allez avoir connu ce problème-là. Là, c'est le gros poisson qui essaie d'avaler les petits poissons. Vous arrivez avec plein d'idées, et puis le gros poisson arrive dans l'aquarium et dit « Ah oui, j'ai écouté l'intervention de monsieur un tel, j'ai écouté madame une telle, j'ai écouté monsieur le maire un peu, j'ai entendu ça au reportage de Radio-Canada. Nous autres, on dit... patati, tatata, une phrase bien tournée, et puis tout ça est recoupé là-dedans. Hein. Donc, occupez-vous pas de tous ces petits poissons-là, occupez-vous juste de nous autres. Vous l'avez vécu dans le monde communautaire, c'est frustrant, ça arrive, j'imagine que quand c'est notre tour, on le fait, mais on s'en rend peut-être même pas compte, on s'en rend compte juste quand ça nous arrive. Donc, la raison pour laquelle je vais vous montrer ces deux colonnes-là, c'est qu'il y a un produit qui a été publié cette semaine qui s'appelle « Qui sont les tricheurs ». Il y a des produits qui sont très sérieux, il y a des produits qui sont plus amusants un petit peu sur la bibliothèque publique, là, qui sont les tricheurs. Ça compare un régime moderne avec un régime critique, un régime postmoderne. Puis j'imagine que vous pouvez faire pas juste une corrélation, une espèce de coïncidence, hein, une coïncidence entre ces deux colonnes-là, régime moderne et régime critique, avec l'idée de est-ce qu'on veut faire encore des bibliothèques publiques qui sont limitées à être des passeurs de culture, ou on veut commencer à faire des bibliothèques publiques qui sont des faiseurs de culture, d'où l'argument sous-entendu par la neutralité institutionnelle, c'est de la fraude, évidemment. Ici, sur le bazar d'idées tourmanel.net, le mot objectivité n'est pas un mot généralement admis, parce qu'on n'y croit pas, on est pour le multiperspectivisme, pour le relationnel critique, on est pour le relationnel culturel, tout ça. Donc, quand on parle de neutralité institutionnelle, pour nous, ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est juste des agents du gouvernement, ça, les bibliothèques publiques? Ben, si c'est le cas, qu'est-ce qu'ils font en culture? S'ils sont pas des institutions culturelles avouées entre vous et moi, que ça répond même pas à l'imaginaire que pourtant on partage toutes collectivement de la bibliothèque publique. Hein. Puis, en même temps, évidemment, c'est une institution qui est chérie, tout ça. On hésite à
à la critiquer. Et puis, justement, peut-être cette réticence à la critiquer lui nuit. Hein? Peut-être qu'elle l'empêche de se renouveler parce qu'elle est comme coupée du monde des idées. Elle est comme, encore une fois, elle est coupée du monde des idées. Voyons, c'est supposé être une institution culturelle. Comment peut-elle être coupée du monde des idées? Donc, il y a eu une publication, elle est drôle celle-là à cause du titre, là, ça m'a fait faire quelques boutades, quelques commentaires derniers, mais de quoi Daniel Quimbert, votre humble serviteur, a-t-il la frousse, dans lequel je discute là, de pourquoi, si demain la période postmoderne venait à finir, on n'aurait même pas profité des 60 dernières années pour renouveler le modèle de bibliothèque publique. Moi, je trouve ça super grave, mais vraiment très, très grave. C'est pas du déchirage de chemise gratuit que je fais. La semaine prochaine, samedi prochain, là, si tout va bien, on fait le même type de papier, mais on va reparler de pourquoi c'est de la fraude. Il y a un rapport plus sérieux, rapport de représentation Bois-Québec qui est publié. Ça doit être déposé, je pense que c'est demain, c'est l'Action de grâce. Là. Mardi ou mercredi, je prends un rendez-vous au réseau des bibliothèques publiques pour aller faire du militantisme, là, pour aller voir, pour aller déposer ce rapport-là, voir, prendre un contact et tout ça. Et puis, bon, vous pouvez le lire, c'est une lecture assez étoffée, c'est une dizaine de pages, mais tout est là, il y a des recommandations, il y a même un synopsis que vous pouvez consulter. Il est difficile à trouver, je vais le mettre en ligne de manière plus évidente. Là. Il y a un synopsis que vous pouvez consulter sur, pas la faisabilité en fait, sur j'ai commencé à travailler, on n'a pas commencé à travailler ensemble, mais j'ai commencé à travailler sur une espèce de synopsis sur le design d'une politique qui pourrait être appliquée par le réseau des bibliothèques publiques de Montréal, de manière à pouvoir favoriser la prolifération identitaire, nourrir plus d'imaginaire associé à la bibliothèque publique et tout ça. Il y en a une qui est plutôt drôle comme contenu, un contenu plutôt. Votre bibliothèque publique vous trompe-t-elle? C'est fait sur le modèle des, vous savez, des petits tests qu'on retrouve dans les magazines. Là, mon mari me trompe, ma blonde me trompe pas. Bon, vous encerclez 1, 2, 3, puis arrivez au résultat. Vous pouvez savoir si votre bibliothèque rock ou elle rock pas. Faites-le, ce petit jeu-là, vous allez vous amuser. Ça doit prendre, je sais pas, peut-être une dizaine de minutes. Là. Et puis, ça va vous donner une idée de comment évaluer votre bibliothèque avec des paradigmes qui sont différents de c'est bien propre, j'ai de la place pour circuler, il y a des chaises sont confortables, ils ont changé les tables 2-3 années, donc c'est pas un renouveau institutionnel majeur, on s'entend, mais travaillez sur des imaginaires, ne prenez pas mes idées, là, puis en disant, moi, c'est pas pire, ça ferait changement. Là. Travailler sur des imaginaires que vous pourriez associer aux bibliothèques publiques. Et puis, par exemple, là, on a beaucoup travaillé, regardez sur la plage Gérald Godin, là, je vous montre la on a beaucoup travaillé sur l'aspect esthétique extérieur et tout ça, c'est vraiment magnifique. Et puis, j'en doute pas que l'intérieur serait conséquente avec cet extérieur magnifique-là. Maintenant, quand on vous propose un édifice qui est très néo-contemporain, tout ça, comment pouvez-vous accepter qu'on va encore y prêter des livres comme il y a 400 ans dans cette bibliothèque, ou 200 ans là, dans cette bibliothèque publique-là? Ils ne sont pas au courant qu'il y a démocratie participative, tout ça. Je ne suis pas en train de critiquer le projet Art et Culture, je suis en train de nous critiquer collectivement, nous, qui associons encore la bibliothèque publique. Et j'ai le mal de mer, je cherche mon chapeau sur le plancher de danse, donc, ce que je vous disais avant d'être interrompu, c'est que le projet de la place Gérald Godin, tel que présenté par Plateau Agriculture, je sais qu'il y a plusieurs acteurs dans ce dossier-là, je les nomme. Allez voir leur site web, c'est eux autres qui ont monté le dossier, c'est eux autres qui affichent le dossier. C'est magnifique comme building, comme édifice, pardon, et puis tout ça, mais ça va être un building donc très néo-contemporain, tout ça. Comment nous, comme collectivité, pouvons-nous accepter que ce qui va se produire à l'intérieur de ce building-là, neuf et tout ça, qui véhicule des valeurs jeunes et éclatées, si vous me permettez l'expression un peu vulgarisée, là, pour expliquer le multiperspectivisme, la libre circulation des idées, l'hybridité, la valorisation de l'hybridité. Hein. Tantôt, là, vous vous souvenez, là, je marchais sur une espèce de ligne, j'ai eu des sueurs froides, j'étais en train de parler de la migration, la grande migration noire vers les capitales du nord américaines suite à la fin de l'esclavagisme. Là, je jouais avec le mot noir, je dis, attends une minute, là, sois un peu prudent. Donc, l'hybridation, maintenant, vous vous souvenez des couples métis, c'était la nouvelle frontière hein, aux États-Unis de franchir le couple interracial. C'était comme une conquête du Far West, pensez-y. Donc, ça, c'est le type de valeur qu'on célèbre avec un
un édifice avec l'architecture qui va être proposé pour la revitalisation de Gérald Godin. Nous, comme collectivité, c'est partout pareil dans le monde, ou en tout cas, à ma connaissance, il n'y en a pas qui font des bibliothèques qui n'ont pas de livres dedans. Il y a San Antonio qui a ouvert un livre, une première bibliothèque sans livre. Ici, on a des médiathèques, on a des maisons de la culture à côté. Mais la bibliothèque publique, nous, comme collectivité, comment on fait pour encore dire, il va avoir encore le même service de prêt de documents, puis c'est super prévisible, puis super attendu ce qu'il va avoir dans une nouvelle bibliothèque encore. Bon, moi je me questionne, c'est pour ça tout à l'heure que je vous avais montré la page pourquoi que les qualités de la bibliothèque publique doivent être revues. Je vous ramène également au fameux modèle par couche, par étage, où quand je disais, nous ce qu'on essaie de faire, c'est ébranler la structure profonde sociétale. Hein? C'est juste l'ébranler, ça vous donne un horizon du possible. Vous vous souvenez, tantôt, j'ai réussi à vous dégager probablement une zone d'interprétation, une zone de création pour vous, pour dire, il y a moyen effectivement d'imaginer une bibliothèque publique sans qu'on retombe dans le convenu puis dans le traditionnel. Donc, juste ébranler cette condition d'état constitutionnel-là. Je vous ai dit après ça, mais comment, il me semble là, que la bibliothèque est coupée du monde des idées. Là, c'est aussi bien dire qu'elle est coupée de la culture. Mais là, comment qu'elle peut faire pour se présenter comme institution culturelle? Je vous ai parlé un petit peu de la neutralité institutionnelle. Comment ces gens-là peuvent-ils être qualifiés pour être juste des acteurs sur le plancher et ne jamais, même pas pouvoir ébranler la structure du gouvernement ou les structures sociétales profondes. C'est plus culturel, c'est plus institutionnel, c'est plus démocratique. Donc, le militantisme qu'on fait par les temps qui courent avec l'opération propriétaire, c'est dire les qualités de la bibliothèque publique doivent être revues. Il ne faut pas protéger la bibliothèque des critiques. Elle est assez grande pour se défendre d'une part, elle est assez intelligente pour contre-argumenter, croyez-moi. Et puis, elle baigne dans les idées, elle baigne dans la culture. Donc, j'imagine qu'elle n'est pas en danger parce qu'on lui pose des questions puis qu'on lui demande, mais mon Dieu, là, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, ça a-tu encore du bon sens que nous autres, comme collectivité, on pense encore qu'une bibliothèque, ça fait du prêt de documents. Ça va faire du prêt de documents numériques au lieu du prêt de documents imprimés, mais c'est pas une grosse évolution. Le service, la livraison du service reste de la même nature, puis ça va être éternellement comme ça. Mais là, je vous pose la question, est-ce que la bibliothèque n'a pas échoué dans sa mission fondamentale de faire de nous des projets culturels? Mais là aussi, comme projet culturel, j'imagine qu'elle est capable, elle aussi, d'ouvrir des horizons, hein, pas juste en nous prêtant des romans de fiction ou des essais ou peu importe. Là. Elle est capable de nous ouvrir des zones de création pour qu'on puisse contribuer à bonifier cet imaginaire-là. Je vous le dis, c'est extrêmement difficile. Je vous le montre encore une fois, le modèle qui met pouvoir et perception. Vous pouvez jouer à le faire, je ne le ferai pas là, parce que j'imagine que, bon, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est très, très, très difficile de faire évoluer l'acceptabilité sociale pour des bibliothèques qui s'éloignent du modèle convenu, avec une livraison du service qui s'éloigne du modèle traditionnel. Donc, j'imagine que la perception d'une telle campagne est plutôt mauvaise, et puis bon, notre pouvoir est plutôt faible. Maintenant, est-ce que cette campagne-là va réussir à nous faire monter en pouvoir? Est-ce qu'elle va ou est-ce qu'elle va mettre une bonne perception? Par exemple, c'est peut-être que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça ne constitue pas un renouveau bibliothécaire si votre bibliothèque, la seule chose qui a changé dans les 2-3 dernières années, c'est les fauteuils. OK? Bon, peut-être que j'ai réussi à vous convaincre avec un argument comme ça. Allez voir donc ce sous-domaine-là. Je vous le promets, il va rester en ligne. Il est en ligne éternellement, là, tant que le bazar... Il est en ligne éternellement. Il va changer. Il va être mis en page. Le contenu est austère. Hein. Vous avez vu tantôt, c'est des pages où il n'y a pas beaucoup d'illustrations, des trucs comme ça. Mais si vous voulez du contenu, vous allez en trouver. Et puis, on va faire un beau tissage de liens. Ça va être un beau sous-domaine. On va emmener Horizon. Moi, j'ai un peu de peine pour ça. Horizon 17, il était conçu pour un microsite. Puis moi, j'aimais ça dire qu'on avait un microsite dédié à Horizon 17. On va l'amener sur la plateforme Drupal. Et puis, ça va être, ça livre bien la marchandise de la plateforme Drupal. Et puis, on va le retravailler, puis tout ça. Ça va être peut-être moins charmant au niveau service culturel que ce que le microsite a à offrir. Mais bon, les gens vont avoir plus de facilité à trouver les informations qu'ils cherchent. Puis, bon, à un moment donné, c'est ça qui est important aussi, que quand vous visitez le site, vous trouvez les informations que vous cherchiez. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je crois que je vais préparer un mot de la fin. Je ne vois plus de trucs qui me sembleraient bons de revoir. Il y avait peut-être
puisque j'ai le temps, là, j'ai 2 minutes, oui. J'en ai parlé brièvement. Oh, bon, écoutez, ça va être plus intéressant si on parle de ça. Là. Donc, M. Fernandez qui dit il n'est pas question, on ne fait pas un copier-coller des maisons de la culture de manière générale sur le plateau parce que l'offre culturelle est déjà abondante. Madame Lorrain, c'est la principale challenger. Son nom m'échappe avant, c'est la principale challenger. Madame Lorrain, pour Coalition Montréal, dit ouais, ce projet-là, là, ça ressemble pas mal au projet d'envergure qu'on a en tête de faire pour le plateau Mont-Royal. Je vous remets le modèle, encore une fois, des 2 coalitions là, des idées ou d'entrepreneuriat politique ou d'entrepreneuriat culturel. Je sais que des fois, il y a une différence fondamentale, mais en même temps, je ne sais pas le type de militantisme ou d'activisme que vous cherchez à faire. Donc, je vous remets ce modèle-là. A et B, j'ai volontairement mis le modèle avec A et B non défini, juxtaposer les termes qui sont les plus pertinents pour vous. Aujourd'hui, je parle de bibliothèque publique, donc évidemment, je vous parle de le modèle du groupe qui pense que la bibliothèque publique doit demeurer des passeurs de culture, puis du groupe qui pense que la bibliothèque publique peut faire de la culture. Hein. Ils ont les moyens, par exemple, de publier des entrées de blog à tous les jours. Pensez aux gens, à quel point ils sont cultivés. C'est une richesse. Écoutez, c'est innommable. Écoutez, ça n'a pas de sens que votre bibliothèque publique n'ait pas son blog à elle et qu'elle ne publie pas à tous les semaines. C'est les artefacts culturels de demain. Là. OK, là, c'est un déficit culturel qui s'accumule jour après jour. On a décidé un guichet unique. Il y en a un blog, les bibliothécaires de Montréal, l'Espace B. C'est super, c'est trippant, tout le kit. Mais pourquoi ces ressources-là, qui sont sur tous les planchers, sur tous les lieux bibliothécaires, dans tous les arrondissements, dans tous les quartiers, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas chacun leur blog? J'exagère peut-être en disant que chacun des employés devrait avoir leur blog personnel puis pondre des entrées de blog à tous les 2 minutes. Là. Mais pour la bibliothèque, qu'elle ait son propre blog puis qu'elle fasse des entrées originales. La plupart du temps, on veut du contenu original. Du contenu original, ça veut dire de la propriété intellectuelle. Ça veut dire des osalides pour vous, pour moi, pour les autres. Des osalides, c'est des blueprints. Hein. Le blueprint, c'est la marque de commerce. Un osalide, des plans qu'on peut interpréter. Vous voyez comment on peut jaser longtemps juste avec un modèle qui est marqué A puis B. C'est la même chose. Bon, Antoine, je vais pas me rester une minute. Antoine, singing down the wall. And when you ask them, how much should we give? Ooh, the only answer, more. Hear me, I know better than some. Hear me, I ain't no fortunate one. Hear me, I ain't no sinner or son. Fortunate one, hear me, I'm fortunate son, hear me, Salut Rebelle, j'ai été coupé tout à l'heure, j'ai vraiment mal calculé mon temps, j'ai jasé encore 2-3 minutes après que la caméra, que le disque était plein. Ce que je vous disais, là, j'ai regardé puis j'ai remarqué aussi que le café, effectivement, ceux qui vous disent quand t'es pour passer à la caméra, prends pas de café avant, c'est vraiment vrai. Les dames jaunissent de séquence en séquence. Enfin bon, vous m'excuserez pour ce petit manquement. Il est rendu presque 4h du matin, on est lundi le 14 octobre. J'avais le goût de prendre un café avec vous, OK? Ce que je vous disais donc à propos des osalides, c'est le nom générique de ce qui est convenu d'appeler des blueprints. Hein, c'est la marque de commerce, c'est un peu comme des Kleenex pour les mouchoirs ou frigidaires pour les réfrigérateurs. Ça prend du matériel original, ça prend de la propriété intellectuelle. On parle de ville créative. Qu'est-ce que c'est que la création? Hein? Je vous parlais tout à l'heure de fragmenter des espaces, des structures et des trucs, de fragmenter des arènes de débat, de fragmenter des textes, de mal les lire, hein, de tirer à côté du script afin de vous dégager un espace d'interprétation propre, mais c'est aussi un espace de création propre. C'est à vous, cet espace-là, puis vous faites de la production culturelle lorsque vous arrivez là. Donc, quand vous envisagez l'avenir de la bibliothèque publique, ça peut être intéressant de fragmenter l'image ou l'imaginaire que vous avez de la bibliothèque publique afin de vous créer un espace de création propre, puis de faire bénéficier la société de ce bien ou de ce bien culturel-là que vous avez créé ou
de ce service culturel-là que vous rendez à la collectivité en créant des contenus originaux. Donc, quand je vous disais que chacune des bibliothèques devrait avoir son propre blog ou une autre forme de diffusion, c'est qu'ils devraient faire des contenus originaux comme ça, que ça peut être très bref, mais à tous les jours ou à peu près, là, et chacune des bibliothèques, je pense qu'il y a 44 bibliothèques juste ici à Montréal. Imaginez 44 blogs pour ces bibliothèques-là qui font 10 blogs par année, ça fait 440 blogs multipliés par an, je vois là. Ça ferait 440 blogs vite vite. Ça, c'est un déficit culturel. Hein. On ne l'a pas parce qu'on a choisi d'avoir juste un blog pour tous les bibliothécaires, puis juste un guichet unique. Vous voyez ce que je veux dire. Hein? Le guichet unique, là, je comprends que le gouvernement, pour faire avancer l'acceptabilité sociale d'investissement en termes de culture numérique, disait ben, il va y avoir un guichet automatique, pas un guichet automatique, mais un guichet unique. Vous allez trouver toutes les informations là, puis ça va être super pratico-pratique. Maintenant qu'on a fait ce guichet automatique-là, on voit bien qu'il y a des failles à ce système-là. D'une part, c'est capitaliste au bout. On va accumuler du savoir, on va accumuler du savoir là, puis il n'y a plus moyen de croiser des données. Tout le monde travaille avec les mêmes données, on s'astine sur les mêmes chiffres, on fait juste dire des choses différentes aux chiffres. Bon,